y a un inspecteur du travail qui, a déjà une vingtaine d'années, m'avait dit « Vous avez fait une entreprise marxiste ». Et il a raison. J'ai donné le pouvoir aux productifs directs, les ouvriers. Hein, et Favier, c'est une entreprise où les ouvriers décident de tout, indirectement de leur salaire, de leur congé, de leur implantation, de l'implantation des machines, de leurs horaires, de leur RTT, des congés, des investissements. Ils décident de tout librement, sans contrôle. C'est ça la base de Favier. Intuitivement, j'avais compris que le pour qui primait le pourquoi. Pour qui je me marie, ça commence par ça. Après, il y a pourquoi je me marie. Comment je me marie, j'en ai rien à faire, c'est le problème du curé et du maire. Hein. Alors l'entreprise classique, qui était devenue un nœud de pouvoir, est basée sur le comment. Ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui disent que le comment sont incapables de faire ce qu'ils dictent. D'accord ? Alors tout le système, il y a ceux qui dictent, il y a ceux qui contrôlent, il y a ceux qui sanctionnent, tout ça par rapport au comment. Et moi, je suis parti, mais inconsciemment, hein, du fait qu'il fallait que les ouvriers sachent pour qui ils travaillent. Donc la mini-usine, elle travaille pour Fiat, pour Volkswagen ou pour les compteurs électriques, ils savent pour qui ils travaillent. Et pendant longtemps, ils avaient le logo du client d'ailleurs. Pourquoi ? J'ai mis le telex au début, puis après le fax, et je disais, et puis maintenant c'est l'ordinateur, en disant aux ouvriers, regardez, voilà. C'est vous qui décidez, si vous passez en équipe, qui en est-il, comment ça s'alterne, je m'en fous. Donc je leur ai délégué totalement le comment, partant du principe que seul celui qui fait, sait. D'accord ? C'est la première règle du Kaizen. Le Kaizen, il y a 10 règles. La première, c'est celui qui fait, qui sait. D'accord ? Et c'est ça qui caractérise Favier. Ce qui caractérise Favier aussi, c'est qu'on a autant de commerciaux que mini-usines et que les commerciaux sont au milieu des machines. Et leur boulot, c'est de faire rentrer le dehors dedans et de faire participer les ouvriers à la démarche d'un projet, dès l'émergence du projet. Et nos commerciaux font tout, c'est-à-dire qu'ils prospectent, ils font la gamme, ils sont chefs de projet, ils choisissent les machines, ils construisent les acheteurs, ils font les audits de productivité, les audits... le commercial suit qu'un client et fait tout. C'est-à-dire que un des autres principes de Favier que j'ai compris il y a très longtemps, par une opératrice d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de performance sans bonheur. Et je pense qu'en foutant la paix aux ouvriers, ils sont heureux. Et il n'y a pas de tension. Parce que le gars qui ne s'entend pas avec un autre, change de mini-usine. Ou passe de nuit. Vous voyez, donc ça s'autorègle tout ça. Quand tout est dans une tête, les procédures sont simples. Quand vous avez une partie dans la tête de qui fait la gamme, de celui qui prospecte, les procédures sont très complexes. Hein, alors ça, c'est aussi une chose que j'ai comprise, ça, ce faisant. J'ai fait ça pour que le commercial soit heureux. Je n'ai pas cherché plus loin. Hein, du coup, qu'il soit heureux, il fait tout. Puis il se débrouille, sans contrôle, sans... Bon, bref. Puis après, j'ai réalisé qu'il ne faut jamais améliorer les systèmes. Il faut imaginer autre chose. Si j'avais essayé d'améliorer les systèmes entre le gars qui prospecte, j'aurais dépensé une fortune d'énergie avec le lean, le truc et le machin. J'aurais créé des tas de tensions. François Julien, avec 2 L, qui a dit « Le bon prince est celui qui, en supprimant les contraintes et les exclusions, permet à chaque existant de s'épanouir à son gré. Son agir sans agir, qui n'est pas ne rien faire du tout, est une forme de laisser-faire pour faire en sorte que les choses se fassent toutes seules. » Et ça, c'est ce que j'ai appris au service militaire. Quand tu as 23 ans, que tu es sous-lieutenant, tu n'as pas donné des ordres à des mecs qui ont même... Moi, j'avais 2 adjudants qui avaient 45 ans. Puis dans l'artillerie Ernest Jones, c'est les fusées à tête nucléaire. J'avais quand même pas donné des ordres à des gars qui connaissaient le matériel mieux que moi. Donc j'ai appris inconsciemment à faire en sorte que les choses se fassent toutes seules. C'est ça le management. Moi, mes 2 limites, c'est l'homme est bon. L'homme est bon, donc il n'y a aucun contrôle. S'il y a un papier on détruit tout de suite. Hein. Alors ça devient une étoile. C'est-à-dire, si un tiroir fermé à clé, on va pas faire, on va dire, arrêtez vos bêtises, quoi, l'homme est bon, quoi. L'homme est bon. Et l'autre, c'est l'amour du client. C'est-à-dire, quoi qu'on fasse, il faut qu'il y ait un client derrière. Si tu supprimes tous les papiers, tu as 80% des papiers dans les entreprises, les procédures, où il n'y a pas de client derrière. D'accord ? C'est nos 2 limites. Mais c'est aussi viril. Moi, j'ai un collaborateur, je rencontrais ça tout à l'heure, hein, qui un jour m'a dit, un agent qualité, en une réunion qualité, je ne sais plus pourquoi, David, puis il me dit « Oui, il y en a marre avec vous, moi je ne suis pas à disposition des ouvriers, je suis bac plus 3. » Puis j'essaie de le raisonner, j'y arrive pas. Puis au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, j'ai écouté David, du haut au bac plus 3, là, j'ai un problème, parce que vous touchez aux 2 limites. L'homme est bon, mais là vous ne l'êtes pas, et vous, le client, c'est l'ouvrier. Donc dire que vous n'êtes pas à disposition de l'ouvrier, c'est pas bon. Moi, j'ai pas grand pouvoir, hein, parce qu'on est en France, puis en France, c'est le pays soviétique qui a réussi, les patrons n'ont pas beaucoup de pouvoir. Mais je touche pas au statut. Hein, vous restez agent. Je touche pas au salaire, je vous donne 10% d'augmentation. Par contre, je vous impose une formation, et ça, j'ai le droit. Vous avez passé sur machine pendant 6 mois pour rappeler ce qu'est un ouvrier. J'irai pas. 2 heures après, il était licencié. Alors, c'est important, ce truc-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que
Le chemin de la confiance. Quand tu as démarré, tu ne peux pas t'arrêter. Si tu t'arrêtes, tu ne deviens pas crédible. Parce que tu as quand même un certain nombre d'obstacles que tu lèves. Les obstacles en question, si tu t'arrêtes, ils réapparaissent tout de suite, hein, notamment les cadres. D'accord ? La deuxième chose, c'est que quand tu fais confiance, mais je n'ai pas fait exprès non plus, ça j'ai compris après, il faut faire totalement confiance. La première fois que j'ai fait confiance, c'est que j'ai réuni les ouvriers en leur disant « Vous savez régler contrôler, vous ?» « Bah oui, bah faites-le. » Et je leur dis « Faites attention, je supprime le contrôle qualité, expédition. » Et j'ai fait ça uniquement pour leur prouver que je leur faisais confiance. Mais aussi parce que je m'étais dit, les gars de l'expédition, quand ils voient que je supprime là, vont penser que c'est eux, donc ils vont tout bloquer les pièces. Donc, alors prendre de la confiance, c'est ça, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout et qu'on ne peut pas arrêter. Mais il faut mettre un cadre quand même. Autrement, ça devient n'importe quoi. Et il faut que ce cadre soit garant. Le David a été licencié. Je fais ma petite conférence à HEC exécutive, puis je vais au petit déjeuner, puis il y a une jeune femme qui me rattrape. Alors, ce que j'appelle les émus, je ne la connaissais pas. Hein. Ah, monsieur Aubry, je suis tombé sur vos bouquins, j'ai commencé, etc. J'y viens, on déjeune ensemble. Puis elle me dit, le rêve partagé. Elle dit, oui, moi j'ai 40 ans, j'ai repris une entreprise de 35 salariés, je ne sais pas ce qu'elle fait par ailleurs, après un gars qui était très directif. Et moi, je gère ça comme ma manière, quoi. Puis dans l'esprit de vos bouquins. Et puis le délégué syndical, à la dernière réunion CE, me dit, écoutez, madame, quand vous prenez soin de nous, on a envie de prendre soin de vous. Et elle dit, dans l'ambiance des bouquins, j'écoutais avant tout, il faut qu'on prenne soin de l'entreprise, il faut que l'entreprise prenne soin de chacun d'entre nous. Et elle me dit, est-ce que vous pensez qu'il y a matière? Je dis, ça, bien sûr qu'il y a une matière. Là, il y a de l'onirique, là, il y a du rêve, il y a quelque chose. Je ne sais pas, décline, approprie-toi, mais prendre soin d'eux. Voilà, là, il y a quelque chose derrière. Quand tu es honnête et que tu fais ton tour d'usine tous les jours, tu chantes la structure, tu chantes tout le monde. Tu vois, tu vas voir les ouvriers, tu discutes avec eux. Chaque fois qu'il y a un problème, tu te rends compte que c'est ta faute. Chaque fois, tu dis, ils l'ont dit, ou ils l'ont suggéré, ou j'aurais pu le voir, ou bon, bref. Et comme je ne pouvais pas dire c'est ma faute, j'ai dit, mais putain, je bosse comme ça, pas pour rester à l'encours, par lâcheté. Et j'ai vu que les ouvriers reprenaient le truc entre eux. Ils disaient, ouais, putain, si on fait comme ça, tu vois. C'est bien parce que c'est pas chiffré, ça parle, effectivement, on ne peut pas rester dans le village. Tu vois. Je me suis jamais posé la question de qui avait fait le problème, m'en fous. Arrêtez aux conneries, merde. Bon. Et alors j'ai décliné le truc davantage. Hein, et puis c'est devenu un rêve partagé. Et puis c'est devenu vraiment comme ça, à chaque fois, quoi. Dans les mecs, là, pour rester à l'encours, là, c'est une affaire de 40 emplois, hein. Il faut faire 20 pièces en plus. Oh, merde, 20 pièces en plus, voilà. Hein, la première mini-usine que j'ai créée, l'objectif, c'est qu'il faut que Peugeot vous aime. Si Peugeot vous aime, on aura du travail pour nos enfants dans le village. Tu vois, puis après on a tout rattaché à ça. Le rêve partagé, c'est ce qui fait que les gens viennent travailler pour gagner de l'argent. Pas être dupe, quand même. Mais pour autre chose. Alors, mais il faut qu'il soit cohérent. Hein. On n'a jamais... Il est hors de question que Fabien installe son savoir ailleurs. Hein. Ma fonction, c'est animateur. J'essaye de donner envie d'avoir envie. Pas de motiver mes équipes, mais de créer un contexte qui permettrait l'automotivation. Voilà ma fonction. Mes THR, mes tâches au rendement, ce pourquoi je suis payé, animé. Le terme qui me parle, moi, c'est la délégation inversée. De temps en temps, ça m'arrive, parce que la particularité chez nous, c'est qu'on recrute 600 saisonniers dans notre activité, des moniteurs de colo, des directeurs, des cuisiniers, des moniteurs de kayak, et puis on est une grosse quinzaine de permanents, et de temps en temps, ça m'arrive d'entendre « Waouh, faut les payer, ces gens-là ». Et moi, je me dis, ça me fait pas vibrer. Pour moi, c'est eux qui me payent. Parce que je suis, moi, pas productif. Et en faisant ce constat-là, je me dis, ils bossent, ils réunissent les conditions pour que le départ de ces enfants soit possible. Et donc, je pense que ce qui a du sens, c'est de me mettre à leur disposition pour les aider dans cette mission. Et le mot qui pour moi résume ça, c'est la délégation inversée, parce qu'on a appris tout petit qu'il fallait faire ce que nous demandait le chef. Moi, je suis convaincu qu'on fait bien les choses, pas parce que quelqu'un nous les a demandées, mais parce qu'on a une bonne raison de le faire. L'entreprise, c'est vrai que c'est un lieu de partage, mais on a des fois du mal à comprendre et à saisir qu'est-ce qui donne l'envie.
Et aujourd'hui, moi, dirigeant, ce que j'aimerais, c'est arriver à mieux cerner, mieux comprendre ce que les gens de mon équipe ont envie de faire pour que, encore une fois, on puisse prendre du plaisir et faire qu'à la fin de la journée, on ait passé un bon moment tous ensemble en créant. Mon métier, c'est l'inverse de ce que Ludovic a dit, c'est de donner envie d'avoir envie. Un leader qu'un manager, c'est quelqu'un qui fait en sorte de réunir toutes les conditions pour que les choses se fassent, pour que le projet auquel il croit, d'abord qu'il arrive à transmettre cette croyance, qu'il arrive aussi à l'adapter, parce que l'humilité est pour moi une donnée essentielle dans la posture du chef d'entreprise. Donc il arrive à la transmettre, à la co-construire et à réunir les conditions pour que tout le monde se sente bien, se sente à l'aise, y croit et ait envie d'aller là où est le projet. Moi, il y a un truc qui me fait beaucoup vibrer, c'est quand j'ai été absent 2 jours du bureau et que j'arrive un lundi matin, après une semaine de vacances, et que j'apprends que la semaine précédente, ils ont organisé un pot pour telle personne, ils ont fait telle sortie, il y a tel projet, et que ça s'est fait sans moi. Et on a fait notre Noël, ça fait 15 ans qu'on fait le Noël d'entreprise. On a fait notre Noël en janvier, on était une 60aine de personnes. Et le matin, je suis arrivé au bureau et je me suis dit, bah tiens, pour la première fois, tout le monde était là. Il ne manquait aucun collaborateur. C'était la première fois. Et le deuxième élément qui m'a marqué, et je leur ai dit, je suis fier parce que je n'ai rien fait. Parce que vous avez eu la liberté, vous avez eu l'envie de tout faire pour que ça se passe correctement. On n'a pas fait appel à un traiteur. Chacun a apporté un plat. Ce sont des petites choses, mais ce sont des petits détails qui, moi, me nourrissent énormément. Et peut-être que le projet commun, il est là, parce que le projet commun de l'entreprise, probablement peut-être plus sur des petites entreprises comme les nôtres, il est fortement impacté par celui du chef d'entreprise créateur qui plus est. Voilà. Et je constate que finalement, tout le monde adhère à cette idée, cette envie, qui est finalement une envie collective. Moi, mon rôle d'entrepreneur, c'est effectivement ce que disait tout à l'heure Ludovic Le Goff, c'est effectivement d'animer, d'amener mes équipes à l'endroit où on considère qu'il faut aller. Sauf que je pense que c'est pas au chef d'entreprise, c'est de décider à quel endroit il faut aller. Il a une vision, il a effectivement une idée, mais c'est une idée qui doit être co-construite et partagée. Et vraiment, mon objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que, effectivement, comme on est dans une petite entreprise, c'est que les décisions soient prises de manière, je dirais, commune. Il n'y a pas... je suis pas là pour dire il faut faire ci, il faut faire ça, il faut aller à tel endroit. Non, chaque personne doit être indépendante, doit être autonome pour servir un but commun. Et mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment d'animer cette équipe et de faire en sorte qu'on arrive à ce but-là, qu'on s'est fixé tous ensemble.